Bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Je fais un petit test de son. Oui? OK, excellent. Parfait. Bon, bien, alors bienvenue aux conférences virtuelles du petit rendez-vous horticole du Jardin botanique de Montréal. Je suis bien contente d'être avec vous ce soir. Mon nom est Julie. Ce sera moi l'animatrice pour la soirée. Alors, il s'agit d'une toute première édition virtuelle célébrant justement la 24e édition de cet événement d'envergure qui est organisé et présenté par Espace pour la vie. Alors, juste avant d'aller trop loin, là, vous avez sûrement remarqué, mais c'est enregistré et ce sera rediffusé sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube d'Espace pour la vie. Alors, si vous ne souhaitez pas être enregistré, je vous prie de bien vouloir fermer votre caméra maintenant. Par contre, si ça ne vous dérange pas, je vous invite à la laisser allumée. Ça va ajouter à notre soirée une teinte beaucoup plus conviviale. On veut vous voir, c'est le fun. Alors, avant de vous présenter nos invités de ce soir, laissez-moi vous présenter un peu le rendez-vous horticole. En fait, c'est une grande foire extérieure qui se veut un lieu de rassemblement, un lieu de découverte et d'échange entre les experts horticoles et les passionnés d'horticulture. Et puis cette année, ça a lieu en présentiel du 28 au 30 mai, donc en fin de semaine. Vous pouvez réserver vos billets en ligne sur le site web d'Espace pour la vie. Et puis en plus, il y a un petit volet virtuel là, auquel vous bénéficiez. Vous êtes là ce soir sur le volet virtuel. Alors c'est ça, malgré la situation sanitaire actuelle, l'objectif du petit rendez-vous horticole demeure le même, mais se veut davantage éducatif, donc axé sur le partage de connaissances. Cet événement en est justement la preuve. Alors, l'objectif du volet virtuel, c'est de reproduire un peu les conférences auxquelles vous auriez pu assister normalement en présentiel lors du rendez-vous horticole. On fait ça en virtuel cette année, mais on a une soirée riche en contenu qui porte sur différents sujets, mais tous liés à notre grande thématique qui est la transition écologique. Alors, la transition écologique, qu'est-ce que c'est? La transition écologique propose un nouveau modèle économique et social qui nous permet de répondre aux enjeux écologiques de notre société, comme les changements climatiques, la perte de biodiversité, la diminution des ressources naturelles et bien d'autres. Alors, il s'agit donc de repenser nos façons de faire puis nos façons d'être afin de s'unir dans l'objectif de vivre ensemble sur un territoire plus écologique et plus durable. D'ailleurs, c'est une des priorités actuelles de notre belle ville de Montréal. Alors, ceci étant dit, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir en si grand nombre pour accueillir des invités hors pair, prêts à vous partager leur expertise et conseils. Alors, ce soir, je vous les présente, nos trois conférenciers et conférencières. Nous avons Marie-Claude Limoges. Bonsoir Marie-Claude, merci d'être présente avec nous ce soir. Bonsoir Julie. Bonsoir, ça va bien? Oui, ça va très bien. Excellent. Alors, Marie-Claude Limoges, elle est chef de division de l'horticulture et des collections au Jardin botanique de Montréal depuis 5 ans. Elle chapeaute toutes les activités de l'horticulture au jardin avec une équipe de plus de 100 employés, 100 personnes. Puis avant de travailler au jardin, elle cumulait plus de 30 ans d'expérience en horticulture ornementale. Alors, on est vraiment choyés de l'avoir avec nous ce soir. Merci d'être avec nous. On va entendre votre présentation sous peu. Alors, on continue avec notre second invité. On a Henri Béral. Bonsoir Henri, ça va bien? Ça va bien et toi, Julie? Oui, ça va, merci. Merci, ça va bien. On est bien contente de t'avoir avec nous ce soir. Henri Béral est diplômé d'une maîtrise en biologie moléculaire et biotechnologie des plantes de l'Université de Strasbourg. Son domaine de prédilection concerne l'écologie végétale en milieu aquatique. Il mène actuellement des recherches sur la biorétention dans le cadre de son doctorat à l'Institut de recherche en biologie végétale. Alors, merci d'être avec nous. Merci. Alors, notre dernier invité et non le moindre, nous avons Albert Mondard, qui est aussi alias le jardinier branché. Bonsoir Albert, ça va bien? Bonsoir Julie, ça va très bien, merci. Excellent. Albert Mondard, pour ceux qui ne le connaissent pas, crée depuis près de 35 ans des aménagements paysagers originaux qui lui ont valu plusieurs distinctions. En plus d'être conférencier et formateur, il est chroniqueur dans les journaux, à la radio et à la télévision. Vous l'avez sûrement vu à quelque part. Il a également publié ce printemps son 12e ouvrage « Des bestioles et des plantes ». Alors, merci à tous d'être présents. On a très hâte de les entendre.
Avant d'aller un petit peu plus loin, j'aimerais vous mentionner que vous trouverez dans le chat, dans la barre de discussion, là, un lien vers un formulaire d'appréciation de l'événement virtuel. Puisque je vous ai dit que c'était une nouvelle formule, on veut savoir ce que vous en pensez. On aimerait recueillir vos commentaires. Puis en plus, en remplissant ce petit formulaire, vous courez la chance de remporter l'un des 2 paniers cadeaux. C'est des sacs cadeaux de la boutique du Jardin botanique. Il y a vraiment des belles petites découvertes là, qui sont juste derrière moi. J'ai pu jeter un petit coup d'œil, ça vaut la peine. Ainsi que 4 billets gratuits pour le jardin. Alors, ne manquez pas cette chance. Vous pouvez participer, puis en plus, on va avoir vos commentaires. Alors, c'est le moment d'entendre les présentations de nos conférenciers et conférencières qui, à tour de rôle, vont vous présenter leur expertise. Chaque conférence dure environ 20 minutes. Puis ensuite, on a une période de questions. Donc, vous allez pouvoir participer dans le chat ou lever votre main pour prendre la parole lorsqu'on va vous nommer. Alors, lors des courtes... voilà. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Marie-Claude Limoges qui va nous parler de la transition écologique à l'horticulture au Jardin botanique de Montréal. Alors, bonsoir à tous. Merci beaucoup de l'invitation. Puis je suis contente, c'est le fun. En plus, on voit le nombre de participants qui s'égrènent et qui s'ajoutent graduellement. Alors, ce soir, je vais vous parler de ce qu'on fait dans les coulisses du Jardin botanique pour la transition écologique. C'est un nouveau terme, relativement nouveau à la ville, mais je dirais que ça fait quand même plusieurs années que pour nous, à l'horticulture, c'est quelque chose à laquelle on fait très attention. Alors, prochaine diapo, s'il vous plaît. Ma présentation va être en trois divisions. La transition écologique, très rapidement à la ville de Montréal, qui est un thème très important, même dans la future campagne électorale. Aussi, je vais vous parler de la division horticulture et collection, en quoi ça consiste. Puis finalement, là, je vais vous parler plus en détail de ce qu'on fait concrètement au Jardin botanique pour... en plus de faire croître des plantes magnifiques, de aussi ne pas trop nuire à l'environnement ou même de le stimuler et de le bonifier. Alors, prochaine diapo, s'il vous plaît. La division de l'horticulture, c'est, vous voyez l'équipe à l'écran, ça c'est il y a 2 ans. Là, en passant, on n'a pas pris de photo d'équipe à cause de la COVID, mais à chaque année, on prend une photo de l'équipe. Ça, c'est dans le jardin de Chine, pour ceux qui connaissent. On s'occupe de à peu près tout ce qui pousse au jardin. On parle de 75 hectares de terrain, 10 serres d'exposition, une quarantaine de serres de production, ce qui veut dire qu'à peu près seulement 20% de ce qu'on produit en serre est exposé au public. Il y a des rotations et on s'occupe de chaque jardin que vous connaissez. Si vous vous promenez, si vous connaissez le jardin, il y a un horticulteur spécialisé qui est responsable de chacun des jardins. C'est la même chose dans les serres. Donc, il y a une trentaine d'horticulteurs spécialisés qui ont chacun leur équipe de travail et qui sont chapeautés par des contremaîtres. Et moi, je chapeaute les contremaîtres. Ce qui fait qu'en haute saison, on est à peu près 130 et en basse saison, l'hiver, on s'occupe aussi du déneigement du jardin, des pistes de ski de fond. Là, on se retrouve une 60aine à l'année. Alors, la prochaine, s'il vous plaît. Je vais vous parler aussi de la transition écologique à la ville de Montréal. C'est un nouveau modèle économique et social qui respecte les limites des écosystèmes et qui réduit les gaz à effet de serre. La transition écologique passe par l'adaptation au changement climatique et la transformation radicale de notre façon de produire et de consommer des biens, ainsi que l'énergie, tout en renforçant la biodiversité et la résilience de nos écosystèmes et de notre communauté. La prochaine. D'ailleurs, la ville s'est dotée d'un plan climat 2020-2030 assez ambitieux et qui vise à réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre entre 2030 et jusqu'à d'ici 2030 et ensuite d'être carboneutre d'ici 2050. Et la partie ou l'objectif qui nous rejoint le plus au jardin, je dirais, c'est d'enraciner la nature en ville en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision. La ville veut aussi accroître et diversifier l'offre de transport, développer une économie plus verte
et tendre vers un avenir de zéro déchet. Au jardin, on est avec je dirais le 3RV, qui veut dire réduire, réemployer, recycler et valoriser. Ce qu'on vise à faire, c'est de réduire notre empreinte carbone, de réemployer autant que possible, de réduire aussi au maximum ce qu'on peut utiliser, comme ça il y a moins de déchets, on diminue à la source, recycler aussi autant que possible et valoriser. Je vais vous donner des exemples de tout ça un petit peu plus tard. Alors, je pense qu'il y a différentes... diminuer notre empreinte carbone, réutiliser. Voilà. Alors, vous voyez sur la photo les serres, peut-être que vous n'êtes pas habitué à cette vue-là. Vous voyez les chapelets de 10 serres, ce sont nos serres d'exposition, mais en arrière, toutes les serres que vous voyez, ce sont nos serres de production qui sont fermées au public. Alors, je vais vous amener un petit peu dans les coulisses. Alors, parmi les actions concrètes, je vais vous parler de la valorisation des résidus végétaux qu'on fait sur une base quotidienne. La gestion intégrée en phytoprotection et en production, je vais vous expliquer dans le détail à quoi ça consiste. La gestion de l'eau, la gestion différenciée des espaces verts et finalement, où nous en sommes rendus dans l'électrification des équipements et de nos moyens de transport. Alors, la prochaine. La valorisation des résidus, on est bien fiers de faire notre propre compost végétal, qui est strictement végétal. Alors, sur la photo de gauche, vous voyez que dans les serres, entre autres, on fait du compost à l'année. Ça veut dire que chaque poste de travail vis-à-vis les serres a un bac où les employés, quand ils font de la taille, quand ils font de l'éclaircissage ou n'importe, tout ce qui est végétal est jeté dans leur bac, qui vont ensuite porter dans des plus gros conteneurs qui se trouvent à l'extérieur des serres. On continue. Qu'ensuite, on va porter dans un plus gros compartiment. On a des andins. Ça aussi, c'est dans un endroit qui est hors de la vue des visiteurs. Le compost, on va le retourner quelques fois par année et à l'automne, au mois de septembre-octobre, on fait venir une machine qui va venir sasser et complètement le déchiqueter. Et on a un endroit où on garde notre compost qui est prêt à être utilisé. Et les horticulteurs des jardins extérieurs, parce qu'on divise il y a deux sections au jardin, il y a les serres puis les jardins extérieurs. Le compost est utilisé strictement par les gens des jardins extérieurs qui vont s'en servir dans leur production en pleine terre. Alors, la prochaine. C'est fou, mais on est vraiment fiers d'utiliser notre propre compost. Ça fait une différence aussi dans la qualité de la croissance des végétaux depuis qu'on le fait. On a déjà utilisé les résidus des chevaux du Mont-Royal, leur litière. Les gens du Mont-Royal venaient porter les restants, puis on le mêlait à notre compost, mais ça faisait que c'était un compost de meilleure qualité, mais qui était plus végétal. Alors, on était soumis à une autre réglementation. Alors, on a décidé de tout simplement arrêter pour pouvoir se convertir à réglementation. Le bois d'abattage aussi, pour ceux qui viennent se promener, d'une part, on a le boisé des frênes et il y a une maladie dans les frênes, ou plutôt un insecte perceur dans les frênes qui cause leur mort à brève échéance. Et donc, on abat souvent des arbres. Ce qu'on fait, c'est que vous voyez, on a un endroit aussi pour les entreposer. Malheureusement, il y en a beaucoup. Alors, pour les plus petits, on est capable de les déchiqueter. Alors, peut-être la prochaine diapo. Pour les gros morceaux, on a trouvé, à certains cas, on les donnait. Quand c'est des résidus avec des bois nobles comme du chêne, le frêne se prête plus ou moins bien à faire de la valorisation. On peut le faire pour des meubles qu'on garde à l'intérieur, mais pour des meubles à l'extérieur, il y a une durée de vie qui est très courte. Alors, mais quand c'est arrivé que des gros chênes ont été frappés par la foudre ou sont morts, alors on a dû les abattre. Et dans ce cas-là, on a fait faire par des ébénistes certains bancs. En ce moment, ils ont été retirés à cause de la COVID, mais quand la COVID va être réglée, on a fait faire des bancs qui sont vraiment magnifiques dans notre complexe d'accueil, qui viennent de résidus des arbres qu'on a dû abattre au fil des années. Quand c'est des plus petites branches, on est capable de le déchiqueter. Et dans ce cas-là, on fait notre propre paillis
Et prochaine photo. On fait aussi encore, c'est à l'abri des yeux, mais notre paillis sert comme on le met alentour, au pied de tous les arbres, les arbustes, les vivaces. Et ça sert entre autres pour conserver l'humidité, pour éviter la croissance des mauvaises herbes. Et ça rend aussi, c'est de la matière organique qui retourne au sol. Alors éventuellement, ça finit par nourrir le sol. Ce qui fait qu'on n'achète pas non plus de compost. On utilise notre compost à grandeur. Puis ça arrive qu'on va en donner aussi à nos partenaires si jamais on en a trop. La prochaine. On valorise aussi certains de nos... parce qu'au jardin, si vous êtes déjà venu et que vous avez lu comme il faut, on recommande, on n'a pas le droit de cueillir ou non plus de prendre des légumes ou des fruits, même s'ils sont très tentants et très mûrs. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'entre autres, aujourd'hui, on a arraché les bulbes sur l'esplanade et il y a toujours des organismes qui nous demandent « Qu'est-ce que vous faites avec? » Et alors, on les donne. Les organismes du quartier ou alentour nous font la demande et ils sont retournés à des citoyens de Rosemont ou de Mercier-Hochelaga, Maisonneuve. Alors, nos surplus de végétaux, à la fois les bulbes de tulipes, mais aussi, une fois qu'on a fini nos plantations, s'il nous reste, si on a des surplus de végétaux parce qu'on a trop produit, on avait peur d'en manquer ou ça a juste trop bien démarré, alors on les donne aussi. Alors, dans ce cas-là, des organismes communautaires de là aussi, à l'extérieur ou dans des quartiers limitrophes au jardin, font la demande et on leur donne nos surplus. Des fois, c'est des écoquartiers, c'est des ruelles vertes. Alors, on s'entend avec eux, puis ils viennent les chercher. Et vous avez déjà entendu parler l'année passée aussi, on fait ça quand même depuis plusieurs années, tous les légumes et les fruits qui sont produits dans le jardin nourricier, qui s'appelait anciennement le jardin des plantes utiles, sont récoltés et on les donne aussi à des cuisines collectives ou à des organismes pour les plus démunis. Et encore là, les gens font la demande et ils viennent les chercher, puis on s'entend sur quand il est livré. La prochaine. La phytoprotection, c'est tout ce qui concerne comment protéger les végétaux. Et au jardin, la protection des végétaux n'est peut-être pas la même qu'on peut avoir dans un jardin ou dans un parc. Dans notre cas, par exemple, les pommiers, on ne vise pas ce que les pommiers produisent, mais on veut conserver en santé nos collections. Et dans certains cas aussi, surtout dans les serres d'exposition, on s'attend à avoir quand même une très grande qualité parce que vous attendez comme visiteur à avoir une très grande qualité. Alors, la phytoprotection vise vraiment à conserver en santé et en vie nos végétaux. Alors, la méthode qu'on préconise, qui est quand même depuis 15-20 ans, ça s'appelle la lutte intégrée. La lutte intégrée, c'est la prévention puis la répression des végétaux, des ravageurs des végétaux. C'est une combinaison de différentes techniques qui va de la gradation, qui va dans un premier temps de bien connaître quel est le problème. Alors, on fait du dépistage. Vous voyez ici une de nos horticultrices en phytoprotection, Daniela, qui était dans la collection des orchidées des régions tropicales. Et donc, c'est de regarder, de bien connaître qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se trouve. Donc, on demande à tous les horticulteurs des collections de faire eux-mêmes leur dépistage. Et s'il y en a trop ou si c'est des choses trop compliquées, bien là, on a des spécialistes. On a 2 spécialistes en phytoprotection, un spécialisé dans les serres, dont Daniela fait partie, et une autre dans les jardins extérieurs, donc tous les ravageurs, les maladies, les carences qui se trouvent dans les végétaux d'extérieur. Alors, après ça aussi, on fait un certain diagnostic. On est équipé pour ça, pour savoir qu'est-ce qui se trouve dessus, sur les plantes. Et après ça, on réfléchit qu'est-ce qu'on pourrait faire comme méthode de lutte. Et la lutte commence toujours par le point le plus, je dirais, on commence par les préventions. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire en prévention pour éviter que l'insecte puisse se développer? Après ça, si la prévention, on a manqué notre coup, on va y aller avec des méthodes physiques. Est-ce qu'un jet d'eau peut suffire? Est-ce que changer les conditions d'humidité vont faire que l'insecte se sentira moins bien? On travaille beaucoup en lutte biologique. On achète, pour le cas des plantes en serre, quand vous vous promenez, vous allez voir les petits sachets avec
sont orange et blanc, vous le voyez dans une orchidée. Alors, on les suspend. C'est des insectes qu'on achète qui sont des ravageurs, qui sont des prédateurs des insectes nuisibles et qui vont tout simplement aller manger ou aller parasiter les insectes qui s'attaquent à nos plantes. Dans certains cas, on a certains aussi prédateurs qui sont, pas prédateurs, mais certains insectes qui, on va y aller avec un nettoyage manuel. On a des cochenilles à longue queue qui sont extrêmement difficiles à atteindre et qui on ne peut pas mettre de produits. Notre philosophie aussi, c'est d'en mettre le moins de produits possible. Et quand vient le temps d'utiliser un produit, on y va aussi avec des produits biologiques ou sinon des produits à faible impact, à la fois faible impact sur la santé humaine et sur l'environnement aussi. Alors, on fait beaucoup de travail de nettoyage manuel. On y va aussi avec des savons, avec des huiles horticoles, avec des jets d'eau. On fait aussi du piégeage. On met beaucoup de pièges avec des phéromones. Les phéromones, ce sont des hormones qui attirent les insectes par leur odeur qui est minuscule, qui est infime, toute petite. Mais c'est une façon d'attraper les insectes pour savoir où ils se trouvent, à quel stade ils sont rendus. Ce n'est pas tellement une méthode de lutte, c'est vraiment une méthode d'identification. Alors, la prochaine. J'ai aussi mis un exemple de phytotechnologie. La phytotechnologie, pour ceux qui sont moins familiers, c'est l'utilisation des végétaux pour régler certains problèmes environnementaux. Alors, on a parmi les plus grands experts en recherche mondiale sont au Jardin botanique et à l'IRBV, qui est l'Institut de recherche en biologie végétale qui est situé sur le site du Jardin. Et c'est parmi les experts reconnus dans le monde entier. On a installé l'an passé ce qu'on appelle un marais de saule à effluent nul. Ça aussi, vous ne le verrez pas, c'est à l'arrière dans nos installations. C'est un marais avec une membrane géotextile, pas très profonde, à peu près 3 pieds de profond, où on a mis différents substrats et des saules ont été plantés et on vient mettre certains résidus qu'on a qui vont être absorbés, transformés par les plantes et il y a zéro effluent. Ça veut dire qu'il y a aucune goutte qui s'échappe. Tout reste capté dans le marais et est désintégré par l'action des plantes au fil des années. On est vraiment content parce que d'une part, c'est une technique qui a été mise au point ici au Jardin et à l'IRBV et parce que ça nous permet, parce que veut pas, on fait des applications de certains produits, même les produits de savon, à base de savon ou d'huile, on doit rincer nos citernes à la fin de l'application et c'est ces eaux-là qu'on va porter une fois qu'elles sont complètement diluées, qu'on va les mettre dans notre marais à effluent nul. Et il y a aussi des résidus de certaines recherches qui sont mis là-dedans, donc ce qui veut dire qu'il y a zéro impact pour l'environnement. Et ça fait que c'est comme un circuit fermé. On est très heureux de ça. La prochaine. On utilise, parallèlement à la lutte contre les ravageurs et les maladies, on peut, quand on rend les plantes plus en meilleure santé, en meilleur état, on peut aussi optimiser les méthodes culturelles pour faire en sorte que les insectes soient moins attirés ou les maladies se développent moins. On s'est rendu compte qu'avec l'application de certains engrais à base de soya qu'on a testé sur différentes plantes, sur nos orchidées, sur les cactacées, les succulentes, on s'est rendu compte d'une croissance plus vigoureuse et plus trapue, plus verdoyant aussi, alors qu'il y a très peu d'éléments nutritifs, mais il y a probablement des éléments nutritifs à faible dose qui ne sont pas nécessairement dans des engrais synthétiques, mais qu'on retrouve dans ces engrais à base de soya. Ce qui fait qu'on on s'en sert maintenant à différents endroits aussi dans les jardins extérieurs. On va appliquer ces engrais-là aussi, qui sont aussi à moindre impact. Il y a moins d'éléments nutritifs dedans, mais ils sont plus complets et ils répondent beaucoup mieux, ou les plantes répondent beaucoup mieux à leur utilisation.
La gestion différenciée, c'est une autre technique qu'on utilise. Ça vise à adapter les efforts d'entretien d'un espace vert en fonction du type d'utilisation, de manière à maximiser le potentiel de biodiversité et l'expérience des visiteurs. Je vais vous montrer, si vous regardez les prochaines photos, je pense que vous allez comprendre. Par exemple, bon, le gazon dans le bâtiment administratif, je ne sais pas si vous êtes venu dernièrement, il y a beaucoup de pissenlits. Ça aussi, c'est un exemple de transition écologique. On n'avait plus aucun pesticide sur nos verdures. Par contre, on va essayer de le garder plus on le rase plus souvent, on le tombe plus souvent. Alors que certains endroits, comme autour des étangs du ruisseau Fleuri ou du Jardin des Premières Nations, on va garder le gazon plus haut. La prochaine photo, s'il vous plaît. Comme vous voyez à droite, c'est les jardins d'accueil. On garde cette pelouse-là plus courte. Par contre, à des endroits comme dans l'arboretum, on peut se permettre de tondre moins souvent, donc c'est moins d'utilisation de carburant, mais ça fait aussi que c'est un endroit plus diversifié, entre autres, Albert va vous en parler, mais pour les pollinisateurs, c'est rendu qu'on va même garder dans des endroits de l'asclépiade pour s'assurer que c'est un endroit plus propice aux papillons. Ça va aussi, dans certains cas, on a un petit problème de gestion des bernaches au jardin, alors on va garder le gazon plus long entre l'eau, entre les étangs et le gazon, ce qui va peut-être diminuer les populations. C'est un essai qu'on fait juste pour être sûr qu'on n'est pas envahi par ça. Mais l'idée, c'est vraiment d'offrir aussi un endroit privilégié pour certains insectes, pour les papillons, pour les oiseaux. Et donc, on utilise aussi moins de carburant. La prochaine. D'ailleurs, je voulais aussi dire, il y a un projet de recherche avec l'IRBV et l'UQAM qui commence cet été. On va tester justement qu'est-ce que ça donne de tondre aux 2 semaines ou pas de l'été sur la vie microbienne, mais aussi sur la présence d'insectes, sur la fertilité du sol. Alors, il y a une étude qui va durer 2 ans, qui démarre cet été dans l'arboretum pour voir l'impact sur la biodiversité. Et oui, on réutilise. Alors, ça, c'est des pots en grès. Alors, dans nos collections en serre, on utilise beaucoup de pots en grès plutôt que des pots de plastique. Et donc, on les lave, on les met dans des grands bacs. C'est une espèce de pas mini sauna, mais mini bain tourbillon. Alors, ça fait des bulles, ça nettoie, après ça, on rince, on les fait sécher, puis on les réutilise. C'est encore une fois une façon de moins consommer de plastique. La gestion de l'eau d'irrigation, je dirais que c'est un des enjeux de l'avenir. Cette année, on a installé des compteurs d'eau à plusieurs endroits dans le jardin parce que la première des choses pour gérer, c'est qu'il faut savoir les quantités. Alors, on veut savoir qu'est-ce qu'on utilise, on veut savoir où on en met. On a aussi fait une analyse du circuit de l'eau, où l'eau se déverse, dans quel endroit. En général, l'eau dans le jardin n'est pas en circuit fermé, sauf pour le jardin de Chine, qui, lui, l'eau est recirculée dans la chute et dans l'étang. Et aussi, dans notre nouvel étang de la Maison de l'Arbre, on a le circuit, il y a une rivière et il y a une chute, une cascade. Tout ça est en circuit fermé. Et c'est aussi la volonté au jardin que dans les prochaines années, tout ce qui s'appelle haut circuit de l'eau soit en circuit fermé pour ne pas avoir à utiliser de l'eau de la ville trop souvent. On a aussi fait certains essais de diminuer la quantité d'eau qu'on utilise. Entre autres, dans le jardin Leslienka, on a essayé d'arroser 2 fois moins. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'impact négatif sur la croissance ni sur la survie des plantes. Alors, probablement qu'on arrosait trop. Et c'est le genre de choses qu'on veut aussi tester à d'autres endroits. Ce qu'on veut aussi faire dans les prochaines années, c'est la roseraie. On voudrait installer ce qu'on appelle un système de goutte à goutte. Alors, plutôt qu'avoir des gicleurs, ça serait des tuyaux avec des trous qui seraient mis au niveau du sol. Et donc, on arroserait directement le sol. Le feuillage resterait sec, ce qui ferait que ça pourrait aussi diminuer le développement de certaines maladies du feuillage. Et il y a aussi moins de pertes par évaporation, parce que c'est aussi l'eau ne revole pas partout, puis elle n'est pas en contact moins avec l'air.
Alors, la prochaine. J'espère. Je suis dans mon temps, hein? Je ne suis pas pire, hein, Julie? Oui. La dernière chose, l'électrification des équipements. Alors, tout, là, c'est la balade que je vous montre, mais quand vous venez au jardin, tous les moyens de transport de l'équipe de l'horticulture, c'est des cartes ou c'est des petits véhicules électriques. Et on est aussi en train de modifier tous nos outils. Alors, les petits outils qui sont la taille-haie, les coupes-bordures, les scies à chaîne, les souffleurs, graduellement, on les remplace avec des outils électriques. Ce qui s'en vient, les autres actions à venir, je dirais, c'est des plus grands projets. C'est la gestion de l'eau dans les jardins extérieurs. Donc, ça veut dire, comme je vous disais, d'avoir à circuit fermé. Même chose dans les serres aussi, d'avoir de l'eau à circuit fermé. Et un autre gros contrat, c'est la gestion de l'énergie dans nos serres. Avoir moins de pertes, avoir un meilleur contrôle du climat, de la gestion des climats pour utiliser moins de chauffage pour chauffer nos serres. Ça ferait le tour. Je ne pensais pas que j'avais tant de choses à dire. Parfait. Bien, merci Marie-Claude. C'est super intéressant. Je te dirais que la période de questions, peut-être qu'on la conservera pour la fin, pour laisser la chance aux autres invités de vraiment bien faire leur présentation. Mais merci Marie-Claude, c'était super intéressant. Je suis convaincue qu'il y a plusieurs personnes qui ont appris beaucoup de choses sur le jardin botanique. Je suis bien contente que cette information-là soit diffusée à tout le monde, à tous les visiteurs. Je te remercie. Merci. Alors, sans plus tarder, je laisserai la parole à Henri Béral qui va nous parler des jardins de pluie en climat froid. Alors, je te laisse partir ta présentation. Ouais, super. Parfait. Vous voyez bien mon écran, Julie? Oui, super. Donc, bonjour à tous. Merci Julie pour l'introduction. Donc, en effet, ce soir, je vais vous parler de biorétention, qui sont littéralement nos parterres de fleurs du futur et de demain au Québec, car ils tendent vraiment à se démocratiser dans vos villes. OK. Tout d'abord, je vais vous mettre en contexte sur quels sont les impacts de l'urbanisation et finalement, pourquoi aurait-on besoin de vraiment implanter cette phytotechnologie à grandeur des villes. Donc, tout d'abord, l'urbanisation, ça va entraîner finalement un changement d'utilisation des sols. On va tout d'abord voir que l'urbanisation entraîne la perméabilisation du sol et donc, avec elle, une augmentation de l'eau de ruissellement. On voit par exemple que dans un milieu naturel, on retrouve seulement 10% d'eau ruisselant à la surface, alors que dans un milieu urbanisé, on en retrouve 55%, au détriment de l'eau qui s'infiltre dans le sol. Finalement, qu'est-ce que ça implique, ça? Ça montre qu'il y a vraiment une modification de l'hydrologie. On voit qu'après une pluie, par exemple, dans un milieu urbanisé, donc sur la courbe en rouge, on voit qu'on a un débit très important juste après la pluie et une diminution de ce débit très rapide. Finalement, la quantité d'eau à gérer est très importante à ce moment-là. Comparé à un milieu naturel où il y a une rétention de l'eau qui est plus importante, mais un débit de base plus élevé aussi. Donc finalement, on a une courbe de débit beaucoup plus plate. Le problème, c'est que cette eau de ruissellement, elle apporte avec elle tout un lot de contaminants liés à l'activité de l'homme. On va retrouver par exemple des contaminants biologiques tels que des virus, des bactéries, par exemple liés aux déjections canines, on peut imaginer. Des contaminants physiques tels que un changement de température parce que le milieu urbain est assez foncé et donc ça va augmenter la température de l'eau qui ruisselle sur les surfaces. Également, beaucoup de matières en suspension. On imagine que toute la construction dans le milieu urbain va entraîner plein de particules qui vont se retrouver dans ce ruissellement. On va également retrouver des composés chimiques organiques. Par ça, j'entends surtout les hydrocarbures, donc toutes nos huiles liées à l'utilisation des voitures, mais également des contaminants émergents, donc, qui font leur apparition de plus en plus dans les milieux urbanisés. On retrouve parmi eux des retardateurs de flammes, par exemple, pour éviter les incendies des immeubles, mais également tout ce qui est pesticides ou engrais qui sont utilisés dans les parcs ou dans les propriétés privées. On retrouve enfin des contaminants chimiques inorganiques. Parmi ceux-là, on retrouve
quasiment tout le tableau Mendeleïev des métaux. Je pense notamment au plomb, au cuivre, au zinc, au fer, au cadmium, au chrome. Comme vous voyez, c'est très divers. Quasiment tous les métaux sont présents et finalement, ils vont être issus soit de l'usure des voitures, donc des plaquettes de frein, du pot d'échappement, mais également de l'usure des bâtisses, notamment des toitures qui sont des fois en zinc ou en cuivre, et également du mobilier urbain qui est principalement de l'acier, donc beaucoup de fer. De plus, le climat froid dans lequel on vit apporte également d'autres contaminants tels que du chlorure de sodium, donc les sels épandus durant l'hiver. Donc finalement, ce milieu urbanisé cause vraiment un changement des conditions comparé à un milieu naturel, la perméabilité qui va augmenter ce ruissellement qui fait face à toute une palette de contaminants et avec des quantités à gérer pour la ville très importantes pendant une courte période. Mais comment les villes finalement gèrent cette eau de ruissellement? La plupart des villes présentent un réseau qui est dit unitaire ou combiné. Il représente 63% du réseau sur l'île de Montréal, donc majoritaire. Finalement, ce réseau combiné va venir tout simplement récupérer à la fois les eaux domestiques, donc des habitations, et les eaux des puisards de rue, donc qui récupèrent l'eau après la pluie. Ça va mélanger, ça va combiner ces deux eaux dans une seule conduite et l'acheminer à la station d'épuration. Le problème, c'est que ces stations d'épuration ne sont pas assez importantes pour pouvoir gérer toute cette eau qu'on lui achemine lorsqu'il pleut. Pour quelques chiffres pour l'île de Montréal, par exemple, en 2018, on a compté pas moins de 1200 surverses réparties dans les 150 émissaires de débordement de l'île, qui rejettent à la fois dans la rivière des Prairies et dans le fleuve Saint-Laurent. Mais quand on regarde plus en détail sur ces 1200 surverses, la plupart apparaissent en cas de pluie. Comme on peut voir, 900 des 1200 apparaissent lors de fortes pluies et 180 lors de la fonte des neiges. Donc finalement, on a quasiment 1100 sur les 1200 qui apparaissent à cause de l'eau de pluie. Pour vous donner quelques petits chiffres aussi, on peut voir que les eaux domestiques représentent 2,7 millions de mètres cubes d'eau à gérer, alors que les eaux de pluie, la proportion de l'eau de pluie représente 4,7 millions de mètres cubes. Tout ça, ça a un coût. On peut voir que, par exemple, la gestion seule de l'eau domestique représente seulement 0,5 million de dollars par an, contre 1 million de dollars par an pour la gestion de l'eau de pluie. Évidemment, ce 1 million, c'est 1 million théorique, parce que, comme je viens de le démontrer, on ouvre les vannes parce qu'on n'est pas capable de gérer cette quantité. Donc finalement, quelles sont les conséquences de cette gestion non optimale? Ça va à la fois entraîner un surcoût pour plus d'eau à gérer. Également, on peut imaginer que le réseau en centre-ville pourrait déborder aussi dans le cas de précipitations très importantes, ce qui peut entraîner des dégâts des eaux dans le milieu urbain et donc un surcoût. Comme je viens de le montrer, ce débordement va entraîner la dégradation du milieu naturel parce que cette eau est contaminée. Et donc, on va contaminer vraiment l'environnement dans lequel on va relarguer ces eaux. On va également modifier les volumes d'étiage, donc finalement, la quantité d'eau qui est en permanence dans le canal. Et également entraîner des phénomènes d'érosion au niveau de la sortie d'eau parce qu'on va relarguer des grandes quantités assez rapidement. De plus, comme c'est une infrastructure qui est dite grise, c'est-à-dire qui est constituée principalement de béton ou de surfaces vraiment non vivantes, ça va entraîner finalement la création d'îlots thermiques et également, ça ne va pas bénéficier à la santé mentale et au bien-être des habitants du quartier. Le deuxième type de réseau est dit séparé parce que finalement, il va séparer les eaux de pluie des eaux domestiques. On va alors se retrouver avec deux conduites. La conduite des eaux domestiques va être acheminée de la même manière à la station d'épuration, mais celle-ci ne va plus déborder parce ou très peu déborder parce qu'on lui achemine beaucoup moins d'eau et pas d'eau excédentaire lorsqu'il pleut. L'eau de pluie, en revanche, qui est donc dans le réseau séparé, va dans la plupart des cas être quand même relarguée dans le milieu naturel
et donc apporter avec elle son lot de contaminants. Bien que cette contamination est plus faible que dans le réseau combiné, on va toutefois avoir quand même une contamination. Le réseau séparatif compose 37% du réseau sur l'île de Montréal. Enfin, on va retrouver finalement une gestion à la source, donc qui est vraiment très minoritaire encore au Québec, qui tend à se démocratiser, qui est un peu plus présente dans quelques villes, les villes bleues comme on les appelle la plupart du temps. Cette gestion à la source va nous permettre à la fois d'éviter le débordement des stations d'épuration, donc du réseau combiné, mais aussi du réseau séparatif, parce qu'il n'y a plus de réseau séparatif en fait. Donc, comme on le montre sur ce graphique, finalement, il va rester plus que la conduite des eaux domestiques et finalement, il va y avoir une gestion à la source des eaux de ruissellement. L'objectif étant ici de finalement reproduire les conditions du milieu naturel et donc réduire finalement la courbe de débit du milieu urbain pour revenir à une courbe plus proche de celui du milieu naturel. On peut également, ici à gauche, dans le schéma de gauche, on montrait seulement une gestion pour le domaine public, mais on peut également penser que le domaine public gérerait également le domaine privé, par exemple, les eaux de toiture. Mais finalement, parmi ces gestions à la source, je vais en venir au fait, il en existe plusieurs. L'une des plus populaires, c'est les cellules de biorétention, car elles présentent toute une panoplie de capacités. Donc, cette phytotechnologie est capable de gérer durablement les eaux de ruissellement parce qu'elle est capable de réduire les débits de pointe, donc diminuer, aplatir la courbe des débits, réduire la quantité d'eau qui serait potentiellement acheminée à la station d'épuration, assainir cette eau, donc la traiter, et en plus, comme c'est une phytotechnologie, elle amène tout un lot de bénéfices secondaires avec elle. Je vous mets ici quelques photos de à quoi ressemble une cellule de biorétention en réalité. Donc, on peut voir par exemple qu'elles peuvent être mises au niveau des carrefours, comme ils font beaucoup en ce moment, des parterres de fleurs dans la ville de Montréal. On peut également mettre des biorétentions à ces endroits-là. Au milieu des parkings, par exemple, où il y a une grande surface imperméable dans le parking qui pourrait être acheminée, l'eau de ruissellement pourrait être acheminée. Également entre la route ou les parkings et le trottoir, par exemple, donc plus linéaire, presque comme une noue finalement. Et je vous ai mis aussi une photo en bas à droite du boulevard Saint-Maurice à Trois-Rivières, donc, où 54 biorétentions ont été installées dernièrement. Donc finalement, les biorétentions vont présenter surtout deux designs, mais c'est des designs qui sont quand même assez flexibles, comme vous pouvez le voir sur les photos que je viens de vous montrer. L'objectif est de répondre surtout à deux possibilités ou l'ensemble des deux combinés. Le premier objectif serait surtout la rétention de l'eau et la filtration. Pourquoi la rétention? Parce que finalement, on va vouloir retarder l'arrivée de l'eau à la station d'épuration après la pluie pour que la station soit capable de traiter l'eau. Ou on peut aussi imaginer une biorétention qui est capable de traiter également l'eau de ruissellement qui lui est acheminée et ensuite l'exfiltrer dans le sous-sol. Et donc finalement reproduire encore mieux les conditions du milieu naturel. Et évidemment, on pourrait imaginer la combinaison des deux, à la fois la rétention et le traitement. Les biorétentions présentent trois caractéristiques majeures, donc la composante hydraulique, le substrat et les végétaux. Je vais y revenir tout de suite. Donc le système hydraulique, finalement, il va présenter une entrée. Donc évidemment, on va vouloir acheminer l'eau de la surface imperméable dans la biorétention. Une zone inondable qui va nous permettre finalement d'accumuler l'eau tout de suite après la pluie. Un trop-plein parce qu'on ne veut pas que la biorétention déborde dans le milieu urbain, ce n'est pas l'objectif. Et ensuite, potentiellement, une membrane. On va surtout placer une membrane dans le cas où la nappe phréatique serait pas assez profonde et donc serait finalement à moins d'1 mètre à partir du fond de la biorétention. On peut également, la biorétention peut également comprendre un système de pré-traitement, notamment des matières en suspension. C'est surtout recommandé dans les climats froids comme au Québec parce que l'épandage d'abrasifs l'hiver
on ne voudrait pas boucher la biorétention avec ces abrasifs, notamment du gravier, ce gravillon. Donc, on va mettre un petit puits de sédimentation en amont de l'entrée de l'eau dans la biorétention. On va également vouloir dimensionner les biorétentions pour finalement répondre correctement à l'objectif. Donc, pour ça, on va tout d'abord estimer la quantité d'eau à gérer. Donc, on va aller regarder à la fois combien il pleut dans le système, dans l'environnement qu'on va devoir gérer, comment sont les pentes, donc la topographie du milieu. Également, pardon, quelle est la superficie de la surface imperméable à gérer. Je viens de dire imperméable parce qu'évidemment, on va devoir prendre en compte aussi le type de sol à gérer. Évidemment, une surface perméable qui laisse s'infiltrer l'eau n'est pas vraiment à gérer. On va surtout s'intéresser aux surfaces imperméables à gérer. Et finalement, on va aussi vouloir prioriser les emplacements d'installation du système parce qu'évidemment, des emplacements avec des installations vieillissantes ou avec des réseaux combinés sont à prioriser comparativement à un environnement urbain qui serait tout neuf et avec des canalisations séparatives qui contaminent un peu moins le milieu naturel. Une fois qu'on sait combien d'eau, la quantité d'eau qu'on a à gérer, on va finalement dimensionner le bassin pour à la fois répondre aux deux objectifs. Donc, retenir l'eau, donc entre 24 à 72 heures en règle générale, pour finalement diminuer le pic des débits. On va aussi réduire, cette rétention va également permettre finalement le traitement de cette eau dans le système. On veut surtout éviter d'avoir un temps de rétention supérieur à 7 jours, qui est le temps en général qui est nécessaire pour que les moustiques puissent faire leur cycle de vie. Donc, on ne veut pas que ce milieu soit propice à qui grouille de moustiques pour la population en milieu urbain, évidemment. Et finalement, tous ces facteurs vont nous permettre de déterminer la taille de la biorétention. En règle générale, en climat froid, on va considérer une biorétention d'à peu près 10% de surface comparée à la surface à collecter. Une fois qu'on va vouloir installer toutes ces biorétentions, c'est bien gentil, mais il va falloir aussi les penser en réseau. Parce que si on en a déjà mis une, ça ne sert à rien d'en mettre une à côté. Donc, il va falloir vraiment faire un maillage dans la ville pour penser un réseau de gestion. Le type de substrat présente 3 à 4 composantes. Les 3 principales vont être un paillis en surface, suivi d'un substrat qui est type sable limoneux, donc à la fois un sable qui va nous permettre de drainer l'eau et une matière un peu plus limoneuse, donc plus riche en matière organique, qui va nous permettre finalement la croissance des végétaux dans le système. Et plus profondément, on va retrouver un substrat drainant qui va nous permettre finalement d'exfiltrer l'eau dans le sous-sol, qui va nous permettre de nous recharger la nappe phréatique une fois le traitement effectué. On peut aussi imaginer mettre une membrane entre le substrat et le gravier, d'autant plus si le gravier est assez grossier. Si c'est un sable, il y a moins d'utilité. On peut également aussi mettre une membrane pour étanchéifier le tout, donc aux abords, donc sur les parois, surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, si la nappe phréatique est trop haute. Finalement, on va pouvoir jouer sur la taille du substrat, l'épaisseur du substrat en fonction de l'objectif à atteindre, la rétention ou le traitement. Donc, c'est toujours une balance entre les deux. Le paillis va surtout avoir pour objectif de protéger l'érosion, retenir l'humidité, diminuer les plantes indésirables, mais également jouer vraiment un rôle dans la purification de l'eau, notamment des hydrocarbures. Le sable limoneux, donc le substrat principal, va vraiment nous permettre d'attraper, d'absorber les contaminants, surtout type métaux, donc chrome, cadmium, cuivre, zinc, nickel, etc. Mais également de nous permettre la croissance des végétaux et des micro-organismes dans le système. Et enfin, le substrat drainant, comme je l'ai dit, va nous permettre d'exfiltrer l'eau dans le sous-sol. La dernière composante, c'est le choix des végétaux. Ce choix des végétaux est encore pas totalement compris dans les détails.
Je m'explique. On sait que, par exemple, les végétaux vont être efficaces pour évapotranspirer l'eau, donc nous permettre de diminuer la quantité d'eau dans le système. Et également, ils vont participer à la décontamination de l'eau. Ce qui est encore peu compris, c'est quelle espèce serait la plus efficace comparée à une autre. Finalement, ça amène à mes objectifs de mon doctorat, qui est de déterminer quelle plante est plus efficace qu'une autre dans des régions en Amérique du Nord, donc avec des espèces natives d'Amérique du Nord. Et est-ce qu'il existe vraiment des différences entre les espèces? Ça, c'est la première question, évidemment. Je vais également m'intéresser à quels sont les effets du climat froid et notamment quels sont les impacts des sels de déglaçage sur l'efficacité des biorétentions. Enfin, mon dernier chapitre de thèse, pour lequel je n'ai pas encore de résultats, mais pour lequel je commence tout juste à étudier, c'est finalement l'effet des micro-organismes dans ce système qui est encore très peu étudié. Pour répondre à mes objectifs, j'ai 2 expériences. Donc, une expérience à Trois-Rivières, comme je vous le montre sur la photo et comme j'ai derrière moi dans mon background l'avenue Saint-Maurice. Donc, 54 biorétentions, j'en suis 6 avec des espèces différentes pour vraiment déterminer tout ce que je viens répondre à mes objectifs. J'ai également une expérience en serre, donc au jardin botanique, qui est maintenant finie, pour lequel je vais vous présenter mes résultats rapidement tout de suite, dans lequel j'ai pu, de manière plus contrôlée, déterminer l'effet de chaque espèce séparément. Mes premiers résultats montrent que les plantes, en effet, réduisent le volume d'eau, réduisent les débits, contribuent à l'enlèvement des métaux. J'ai observé des différences entre les espèces nord-américaines. J'ai pu notamment montrer que le cornouiller soyeux, est plus efficace et le Joncus effusus, donc le jonc éparse, est également assez efficace dans les biorétentions, même en climat froid. Cette biorétention est efficace même pendant la dormance des plantes en hiver. Donc ça, c'est vraiment un point important qu'on voulait vraiment tester dans le cadre de mon étude. Je vais rapidement passer sur les bénéfices secondaires. Donc, les biorétentions sont capables d'apporter avec elles plein de bénéfices secondaires parce qu'elles sont des phytotechnologies, notamment environnementaux, parce qu'elles vont ramener de la nature en milieu urbain. Donc, profiter aux pollinisateurs, mais également à la faune et à la flore urbaine. Sociaux, parce qu'évidemment, on va favoriser le bien-être en apportant des infrastructures vertes dans le milieu urbain. Sécuritaire, parce que, comme je l'ai pu le montrer tout à l'heure, des fois, on vient placer les biorétentions entre la route et le trottoir, et donc on vient sécuriser le piéton de la même manière. Et économique, parce qu'on vient finalement réduire les coûts de traitement des eaux en station d'épuration, parce qu'on va directement les traiter in situ. Donc, pour conclure, avec tous ces avantages, il y a quand même quelques petits inconvénients. Évidemment, un coût au moment de la mise en place de l'infrastructure. Ça nécessite également de former le personnel qui font l'entretien des parterres de fleurs actuelles parce que ça nécessite des petites adaptations de gestion des végétaux dans le système, puis également un renouvellement du paillis et du substrat sur le long terme. Et également, cette technologie est efficace quand elle est implémentée en réseau, comme je l'ai montré tout à l'heure. Je vais rapidement passer sur les conclusions que je viens de vous faire. Et finalement, quelques petites astuces que vous pourriez faire chez vous pour participer à la réduction des eaux de ruissellement et donc possiblement éviter que les stations d'épuration débordent chez vous. Premièrement, vous pouvez diminuer l'emprise imperméable que vous avez chez vous, donc en évitant de mettre des surfaces imperméables sur vos terrains. Donc, diminuer vos emprises, par exemple, de vos parkings. C'est quelque chose qui peut être fait très facilement. L'installation de matériaux peut-être un peu plus novateurs, tels que du béton poreux. C'est un béton qui va permettre à l'eau de s'infiltrer à travers et donc passer dans le sol souterrain et donc ne plus ruisseler à la surface. Il y a également des pavés perméables qui peuvent être installés, notamment par exemple sur vos places de parking, encore une fois. C'est tout simplement des pavés qui vont laisser l'eau s'infiltrer entre chaque pavé. La déconnexion des gouttières. Sachez que maintenant, si vous avez une grande surface perméable sur vos terrains, vous êtes même hors la loi à Montréal si vous ne déconnectez pas vos gouttières.
vous pouvez également en profiter au moment de la déconnexion des gouttières pour récupérer cette eau de pluie pour, par exemple, arroser votre jardin l'été. Et il y a quelques ouvrages qui peuvent être aussi faits, qui sont un peu plus techniques. Et donc, je vous recommanderais quand même de faire appel à un professionnel pour leur mise en place. Je pense notamment aux tranchées drainantes, aux bassins d'infiltration, aux noues, aux bandes riveraines et évidemment aux biorétentions, donc aux jardins de pluie, pour lequel je viens de vous parler depuis tantôt. Merci de votre attention. Puis je vous laisse pour des questions potentielles. Et si vous voulez en apprendre plus, l'IRBV sera également présent pendant les rendez-vous horticoles présentiels dans un kiosque. Il y aura mes collègues et moi-même qui seront présents pour répondre à toutes vos questions ou en savoir plus sur d'autres phytotechnologies, par exemple. Et la Bible des phytotechnologies au Québec, le site internet de la Société québécoise en phytotechnologie, vous répondrai probablement à toutes vos questions sur plein d'autres phytotechnologies. Merci Julie, je te laisse la parole. Julie, on ne t'entend pas. Oups. Parfait. Bon, alors, merci. Je te remercie. Je disais que ta présentation était super intéressante. Puis, on va passer maintenant à une période de questions. On ouvre une petite période de questions d'une dizaine de minutes environ. Donc, je vous rappelle comment procéder si vous voulez poser une question. Au bas de votre écran, vous pouvez cliquer sur « Réaction », lever la main si vous voulez poser la question de vive voix. Sinon, vous pouvez écrire les questions dans le chat directement. On va vous nommer, lire la question, puis vous aurez la réponse. Alors, on a tout de suite une question de Jacques. Alors, Mathieu, pourrais-tu réactiver le son de Jacques pour qu'on puisse entendre sa question? Oui, je me demandais pour le béton poreux, là, avec le gel, il se désagrège avec le gel? Ben, c'est sûr que moi, je ne suis pas spécialiste en béton poreux. Il y a différentes études qui ont montré que certains bétons étaient quand même assez résistants. J'ai notamment fait un congrès à Lyon, donc en France, qui a un béton poreux depuis 20 ans sur site. Et il y a des gels fréquents, des gels fréquents, et il est en parfait état. Donc, il y a, je pense, moyen aussi derrière ça. C'est adaptable probablement au Québec. Il doit y avoir des entreprises qui font ça. Je n'en connais pas de tête parce que je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais c'est certain qu'il doit y avoir des solutions techniques qui nous permettent de les mettre au Québec. Super, merci. Bon, je vois qu'il n'y a pas de questions tout de suite. Moi, j'en ai une. J'ai envie d'inclure les espaces de bio. Je pense qu'il y avait une question aussi. Juste, je ne veux pas t'interrompre, Julie. Ben oui, je prends la question de Marie, mais juste biorétention et au sein du jardin botanique, justement, avec Marie-Claude, est-ce que c'est quelque chose qui est déjà actuel? Est-ce que c'est quelque chose qui se passe ou dans un futur prochain, ça pourrait être quelque chose? J'imagine, on a ce qu'on appelle le parcours des phytotechnologies au jardin. C'est prévu qu'on ait 7 stations qui expliquent chacune des phytotechnologies. Et oui, ça fait partie d'une des prochaines stations, d'avoir un parcours, une station de biorétention dans le coin du jardin jeune. Prochainement, dans quelques années. OK, mais quand même, ça va être une belle vitrine justement pour les visiteurs. Parfait, merci Marie-Claude. Alors Marie, je vous cède la parole si vous voulez poser votre question, on vous écoute. On ne vous entend pas encore, mais... encore fermé. Ah, OK, voilà. excusez-moi. C'est parce que on a une entrée de garage là qui n'est pas pavée. Et puis, les propriétaires songent à mettre des dalles parce qu'il y a des voitures qui se stationnent là. Mais tout à l'heure, Henri, tu parlais de béton poreux, de pavé perméable. Est-ce qu'il y en a d'autres sortes qui ne sont pas tellement chères? Parce que je pense que pour eux, le coût, c'est un facteur. Ils ne veulent pas trop dépenser parce que c'est quand même une grande surface qui va devoir paver. Là, on parle de 2 triplex, alors la voie est assez longue. OK. Je pense qu'ils cherchent des solutions plus économiques. Je pourrais leur suggérer. Oui, puis j'aimerais pas qu'ils mettent des dalles avec le ruissellement. Même pour diminuer en coût, là, je sais que ça se fait beaucoup. Mettons, vous pourriez aussi juste paver l'emplacement où les roues vont réellement passer, mais pas tout le milieu, par exemple.
Ça, c'est quelque chose qui peut Ah, très facilement être fait. Puis évidemment, ça diminue les coûts parce que vous utilisez moins de pavage, OK. Et par exemple. puis le reste? D'un point de vue coût, le pavé perméable, dépendamment des techniques que vous pouvez utiliser, il y en a par exemple qui sont sous forme de petites logettes plastiques, donc c'est un peu plus Ah, cher, je dirais, OK. mais il y en a d'autres, D'accord. c'est tout simplement des pavés qui vont être décalés. Donc, c'est moins de pavés qui sont mis en place. Par contre, il faut penser vraiment à vraiment avoir un substrat qui va être assez drainant entre les pavés pour vraiment laisser l'eau s'infiltrer. Je sais il y en a qui mettre tout simplement, mettons, des petites portions de gazon entre les pavés. Je ne sais pas si c'est très conseillé au Québec, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de graviers l'hiver qui sont utilisés et ça a tendance à boucher ces emplacements. Donc, je vous conseillerais, je pense, plus de mettre un substrat drainant, puis à la limite, laisser les mauvaises herbes quand elles poussent. Les mauvaises herbes ne sont pas néfastes. Au contraire, elles peuvent même rétablir de la perméabilité dans ces emplacements. Donc, je vous conseille même de laisser les mauvaises herbes pousser dans ces emplacements. Ou mettre des couvre-sols. Super, super, merci. Merci, Merci Henri, c'est une beaucoup. super question. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Il y a Hélène aussi dans le chat qui demande, est-ce que Trois-Rivières poursuit ce type de projet? Trois-Rivières, c'était, mettons, une ville pionnière là, dans la gestion de l'eau pour le Québec. La ville de Montréal est en train de suivre et maintenant, dernièrement, la ville de Québec est aussi en train de suivre. Finalement, mon projet fait partie d'un financement Ouranos, donc qui a pour objectif de déterminer le coût donc à Trois-Rivières d'implantation des biorétentions à grandeur pour en fait faire des feedbacks au gouvernement pour que le gouvernement donne les fonds nécessaires aux villes pour qu'elles aient la capacité financière d'implémenter les biorétentions dans les villes du Québec. Donc, à la base, le projet de Trois-Rivières est un projet pilote finalement pour le Québec, mais il s'avérait que ça a l'air tellement peu coûteux et efficace que Ouranos n'a même pas attendu la fin de mon expérience pour déjà donner des feedbacks au gouvernement. C'est pour ça que même à Montréal, vous pouvez par exemple retrouver sur l'avenue Papineau au niveau du parc Frédéric-Bac, toute l'avenue, c'est du béton poreux avec des biorétentions sur le côté, des fosses d'arbres surdimensionnées comparées à d'habitude. Donc, c'est vraiment, si vous habitez Montréal, c'est vraiment la place où vous pouvez vraiment aller voir qu'est-ce que ça donne. Il y a eu quelques petites difficultés techniques au niveau des pentes très importantes dans les biorétentions qui font que c'est peut-être pas optimal, mais le premier retour de la première année va faire qu'on va changer le type de plantes utilisées qui seront peut-être plus adaptées à ces biorétentions très inclinées. Parfait. Il y a plusieurs autres questions, Henri. Alors, je pense que les gens pourront te rencontrer, toi personnellement, ou des gens de ton équipe en fin de semaine lors du rendez-vous horticole. C'est bien ça? Les 3 journées, Exact. vous allez être disponible? Moi, personnellement, je serai là le vendredi et le dimanche. Okay. Mais mes collègues sont également capables de répondre à toutes ces questions que je vois dans le chat. Donc, il n'y a aucun problème avec ça. C'est des questions assez générales, je dirais. Donc, on est capable de tous y répondre. On propose également un parcours des phytotechnologies. Donc, on va faire le tour des stations, au moins d'une bonne partie des stations qui sont finies dans le jardin botanique. Si vous venez au kiosque, vous pouvez vous inscrire pour faire une visite avec nous. Vous aurez l'occasion de parler à un chercheur pendant 1 heure, puis lui poser toutes les questions que vous voulez. Wow, super privilège, un accès direct à la science. Super. Mais merci beaucoup Henri. Je vous propose de poursuivre avec notre dernier et non le moindre invité, Albert Mondor, qui va nous parler de comment attirer les abeilles, colibris et papillons dans notre jardin. Alors, c'est à vous, Albert. Bonsoir, ça me fait grand plaisir d'être avec vous, de participer à cette version virtuelle donc, du rendez-vous horticole, le petit rendez-vous horticole. Écoutez, je vais donc sans plus tarder présenter quelques images pour illustrer mes propos. Alors voilà, donc j'espère que vous voyez bien mon écran. Voilà. Oui, on va très bien. On voit bien les photos, là. Parfait. OK. Donc, alors, ma petite conférence est basée sur un principe assez simple, qui est celui, en fait, d'attirer les insectes dans notre jardin, puisque ça, évidemment, ça a toutes sortes de bienfaits.
en attirant des insectes, en stimulant leur présence, on pourrait certainement, évidemment, stimuler la productivité de certaines plantes, la production, par exemple, des tomates, des aubergines, des poivrons, des concombres. Donc, les insectes pollinisateurs sont très importants pour la production de légumes et de plantes fruitières également. Et aussi, ben, les insectes vont, dans certains cas, on pense à certains insectes prédateurs, notamment comme la coccinelle que vous voyez là, à l'écran présentement, ben, ce sont donc des prédateurs redoutables qui vont manger d'autres insectes. Donc, ce principe d'attirer la faune particulièrement des insectes dans notre jardin, est un principe donc qui se veut utilitaire, qui permet aussi d'améliorer la diversité dans nos milieux urbains, dans les milieux périurbains aussi. Donc, le fait de jardiner en fonction de ces bestioles-là a toutes sortes d'avantages. Alors, je vais commencer avec les insectes prédateurs. Donc, la coccinelle en est un. À l'état de larve, la coccinelle va manger beaucoup de pucerons, va manger également d'autres insectes, notamment des cochenilles, des thrips. Alors, elle va manger donc toutes sortes de bestioles qui vont s'attaquer à nos plantes. Alors, la coccinelle, qu'elle soit adulte ou qu'elle soit à l'état larvaire, donc c'est un grand prédateur. Il y a d'autres bestioles aussi qui ne sont pas à proprement parler des insectes, puisque l'insecte, évidemment, a 3 pattes, un corps segmenté en 3 parties également. Ben, l'araignée n'est pas à proprement parler un insecte. En fait, il s'agit plutôt d'un membre d'une autre famille, pardon, donc les arachnides. Alors, vous avez dans ce cas-ci un groupe d'insectes, donc, de bestioles, qui sont équipés de 4 paires de pattes et d'un corps qui est segmenté en 2, donc un céphalothorax et un abdomen. Et une araignée va manger des quantités assez impressionnantes de bestioles nuisibles, alors notamment des moustiques, des mouches. Alors, la prochaine fois que vous voudrez vous attaquer à une araignée et l'écraser avec votre journal roulé ou avec votre pantoufle, là, pensez-y. Parce qu'une araignée peut manger jusqu'à 2 kilos de moustiques et de mouches dans une seule année. Alors, pensez-y. Est-ce que vous voulez vraiment qu'il y ait 2 kilos de plus de bestioles nuisibles comme ça dans l'atmosphère? Alors, moi, personnellement, lorsqu'il y a des araignées dans ma maison, ben, je les mets dehors, c'est durant l'été, ou encore, ben, je les fais grimper sur un carton si elles sont un peu trop dégueu. Soyez sans crainte, il n'y a aucune araignée qui inflige des piqûres. En fait, elle ne pique pas. L'araignée inflige une morsure, plutôt elle mord avec ses chélicères. Donc, les espèces d'araignées qu'on a au Québec n'infligent pas de morsures mortelles. Rares sont les cas où des gens sont incommodés au point où ben, ça devient un problème. On peut évidemment avoir des petits chocs allergiques ou encore des enflures, des œdèmes, mais c'est assez rare qu'il y ait des problèmes. Les araignées aussi sont des bestioles qui vont être très habiles à tisser des toiles. Donc, c'est avec leur toile qu'elles vont capturer les bestioles nuisibles, mais elles vont également aussi, dans certains cas, dans certaines espèces notamment, là, vont s'enfouir dans le sol, se placer sous un petit morceau d'écorce, une petite pierre, et tendre des fils sur lesquels les bestioles qu'elles voudraient manger vont passer. Et aussitôt donc qu'elles sentent un fil se tendre par le poids d'un insecte qui passe à proximité, bien, elles vont sortir de leur cachette et les capturer. Donc, je vous parlais évidemment de la coccinelle tout à l'heure. Vous voyez ici une coccinelle à l'œuvre qui est en train de bouffer, qui est dans un buffet de pucerons. Donc, très efficace, la coccinelle, la larve dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est super intéressant, Albert. Je m'excuse de t'interrompre, mais il y a certaines personnes dans la discussion qui disaient que le son était un peu faible. Est-ce que ce serait possible de se rapprocher un tout petit peu de oui, absolument. micro? Peut-être que ça pourrait aider. Ouais, merci beaucoup. Ben, je suis désolé, je n'ai pas de micro, autre que celui de l'ordinateur. Alors, je vais parler très fort. On veut vous entendre, c'est pour ça. C'est super intéressant. Je vais parler très fort, puis ça devrait aller. Là. Je pense que comme ça, c'est bon. Alors, donc, la coccinelle larve a des couleurs qui sont à l'inverse de la coccinelle adulte, souvent. Elle est plutôt noire, tachetée d'orange. En fait, il y a plus de noir qu'il y a d'orange, alors que vous le voyez ici, donc, les adultes, souvent, sont orangés ou presque rougeâtres. Certains sont plutôt jaunâtres et marqués de points.
Évidemment, les points varient en fonction des espèces. Ce n'est pas en fonction de l'âge. Il y a des gens qui pensent que le nombre de points est relié à l'âge. Je blague, là, il n'y a sûrement pas grand monde qui pense ça, mais c'est une blague qu'on fait souvent. Mais non, le nombre de points est lié à une espèce. Et vous avez également, parmi les insectes prédateurs, qui vont donc nous débarrasser de certaines bestioles nuisibles, vous avez la fameuse chrysope. La chrysope qui est un insecte aux ailes membraneuses, un corps très allongé, des yeux dorés, un corps qui est de couleur verte. Alors ça, c'est l'adulte, mais la larve qu'on voit actuellement à l'écran est un redoutable prédateur. L'adulte, lui, est un mangeur de nectar et de pollen, donc c'est un insecte qui butine, tandis que la larve est carnivore. Alors, vous voyez ici, donc, la larve a un corps allongé, 3 paires de pattes et des mandibules très puissantes qui lui permettent donc de capturer des pucerons, des cochenilles, des trips, toutes sortes de bestioles. Et c'est encore plus vorace qu'une coccinelle. Donc, une larve de chrysope peut manger là, plusieurs dizaines de pucerons là, dans une seule journée. Vous avez également la menthe religieuse aussi, dont on peut apprécier la venue dans nos jardins, particulièrement lorsqu'on a beaucoup de fleurs indigènes, des fleurs sauvages, des endroits un peu plus secs aussi dans le jardin, les plates-bandes plus sèches. Elle apprécie les champs en général, les prés, les terrains vagues aussi. Et on a 2 sortes de menthe religieuse. Au Québec, il y a la menthe religieuse, en fait, qui est verte, qui mesure environ 10 cm de longueur. Et vous avez la menthe chinoise, qui est plutôt brunâtre et qui est un peu plus grande, qu'on voit un peu plus rarement, mais qu'on peut voir dans le sud du Québec et de l'Ontario. Il y a les fourmis aussi. Beaucoup de gens pensent que les fourmis sont dommageables. Évidemment, quand elles rentrent dans la maison, ce n'est pas très agréable, j'en conviens. On essaie de bien fermer tous les contenants de nourriture sucrée, les placer dans des contenants hermétiques, s'assurer de bien calfeutrer tous les trous, tous les orifices où elles pourraient entrer dans la maison, bien fermer les portes aussi. Mais au jardin, donc en milieu extérieur, les fourmis s'attaquent très rarement à des plantes, font peu de dommages au jardin, quoique, bon, les fourmilières, les trous qui sont creusés dans la pelouse, bon, ça peut être un peu inesthétique, un peu désagréable, mais en fait, c'est un bienfait d'avoir des fourmis dans un jardin. Lorsque vous avez une fourmilière dans votre jardin, il y a plusieurs centaines de milliers de fourmis dans ces fourmilières-là, voire des millions, et les fourmis œuvrent quotidiennement à capturer toutes sortes de bestioles. Certaines fourmis vont faire l'élevage de pucerons. Ça peut arriver. S'il y a des pucerons dans une plante, il n'est pas possible que vous ayez des fourmis à proximité. Mais les fourmis vont le plus souvent donc chasser des insectes dont elles vont se nourrir. Alors, il faut voir sur le web là, des vidéos sur YouTube où on voit des fourmis s'attaquer notamment à des chenilles. Elles s'y mettent à plusieurs, elles vont mordiller la bestiole, la découper en morceaux. C'est pas long, hein, c'est très rapide. Un insecte, même de la grosseur d'une chenille, là, qui est 10-15 fois plus grosse que des fourmis, en quelques instants, elle est coupée en morceaux, mise dans des éplocs, puis congelée, mise au congélateur. C'est pas long, c'est très rapide. Alors, les fourmis vont aussi protéger certaines plantes. Elles vont donc s'associer notamment aux pivoines. Alors, avec les pivoines, donc, elles vont créer une espèce de lien symbiotique. Donc, elles vont protéger les pivoines de tous les insectes qui voudraient s'en approcher ou s'y attaquer. Elles vont les pourchasser, les jeter en bas de la pivoine ou carrément les éliminer. Et en retour, la pivoine va fournir du nectar. Et le nectar n'est pas fourni lorsque la fleur est ouverte, mais bien lorsque la fleur est fermée. Donc, avant sa floraison, il y a des glandes à nectar sur les bourgeons, à la base des bourgeons, qui vont donc être très appréciés par les fourmis. Donc, les fourmis vont se nourrir de ce nectar-là. Donc, la pivoine récompense d'une certaine façon les fourmis pour la protection qu'elle lui apporte. Les libellules aussi, les demoiselles aussi vont être des insectes prédateurs redoutables dans nos jardins. Donc, leur présence est à stimuler. Alors, vous avez, évidemment, ça prend de l'eau. Hein, c'est des insectes qui vont vivre surtout aux abords des cours d'eau. Mais on peut parfois en retrouver, même si on est un peu plus loin des cours d'eau. Alors, la libellule à l'état de repos, donc au repos, a les ailes bien déployées. Et c'est un insecte qui est en général plus gros que la demoiselle. La demoiselle a plutôt des ailes repliées. Elle est plus petite en général. Ce n'est pas toujours le cas, mais en général. Et vous avez les cirques. Moi, j'adore les cirques. Ce sont en fait des espèces de mouches qui se déguisent en abeilles
et qui vont, à l'état adulte, être d'excellents pollinisateurs. Ce sont des mouches qui volent sur place. Hein, elles ont une seule paire d'ailes, alors que les abeilles en ont deux. Elles ont de grands yeux et elles se déguisent en abeilles, elles mettent des vêtements d'abeilles, donc elles sont souvent jaunes rayées de noir. Et à l'état larvaire, ce sont des prédateurs redoutables, un peu comme la chrysope que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a aussi les insectes parasitoïdes. Donc, ce sont pour la plupart des mini-guêpes ou d'autres mini-insectes qui vont pondre sur des œufs ou à l'intérieur d'eux ou sur le corps ou à l'intérieur du corps de certaines bestioles nuisibles, comme des chenilles, par exemple. Quand je dis nuisibles, évidemment, je parle toujours d'un point de vue humain. Hein. L'humain voit beaucoup de nuisibles dans les insectes, alors que la plupart des scientifiques s'entendent pour dire qu'il y a moins de 1 en fait, c'est 0,05 de toutes les espèces d'insectes connues qui s'attaquent aux êtres humains ou aux cultures de l'être humain. Alors, c'est une bonne nouvelle. Il y a plus de 99 de tous les insectes qui sont soit neutres ou carrément bénéfiques à l'être humain. Et les parasitoïdes, il y en a 80 000 espèces sur la planète. Bien, ils vont donc pondre leurs œufs sur ou à l'intérieur du corps de certaines chenilles. Et quand les larves vont se former, elles vont dévorer sur place. Excusez-moi, c'est un peu, j'avoue que c'est assez dégueu, mais elles vont carrément dévorer l'insecte sur pied. Et quand elles sont à l'intérieur, bien, ça peut rappeler un peu le film Alien. D'ailleurs, ce film-là a été inspiré par les insectes parasitoïdes. D'autres bestioles aussi qui ne sont pas des insectes sont très utiles, dont la présence est à souhaiter dans nos jardins, notamment le ver de terre, le lombric, hein, qui est plutôt un membre du groupe des annelidés, alors qui va, lui, dévorer de la matière organique. C'est généralement des feuilles qu'il va ingérer, qu'il va mélanger avec de la terre, et le compost, le fumier de ver de terre ou caca de ver de terre, si vous voulez, est très, très riche en humus et va donc stimuler la qualité de notre sol et la vie microbienne dans le sol et la qualité structurale aussi de notre sol. Donc, évidemment, des insectes fort importants, outre les insectes prédateurs, dont on peut stimuler la venue dans nos jardins, mais on devrait aussi penser aux insectes pollinisateurs, notamment, il y a les bourdons, il y a les abeilles, l'abeille domestique également. On voit la reine ici, là, qui est au centre, un peu plus grosse que les autres abeilles. Une abeille ouvrière ici. Malheureusement, bon, mais je ne vais pas m'étendre très longtemps sur ce sujet, mais vous n'êtes pas sans savoir, évidemment, que les abeilles domestiques sont mises à mal depuis quelques années. Il y a des effondrements des colonies d'abeilles domestiques. Donc, on voit ces abeilles être attaquées non seulement par certains parasites, on pense au varroa qui se retrouve là, sur le dos de cette abeille, qui est en fait un petit acarien qui ressemble presque à un crabe et qui va sucer les fluides de l'abeille. Suffisamment intensément pour que ça puisse, dans certains cas, tuer carrément l'abeille, surtout lorsqu'il y a plus d'un varroa. Lorsqu'on en a deux sur une même abeille, c'est suffisant pour la tuer. Il y a aussi des virus, des maladies, des bactéries qui s'attaquent aux abeilles et évidemment les pesticides qui sont mis en cause. Il y a aussi ce qu'on impose aux abeilles. Les abeilles sont déplacées, les ruches sont louées à des agriculteurs, à des pommiculteurs, à différents agriculteurs dont les cultures dépendent des pollinisateurs. Et malheureusement, les abeilles vont butiner différents vergers, différents champs au printemps. Ils sont déplacés sur de grandes distances parfois et elles vont butiner aussi dans des endroits où il y a eu beaucoup de pesticides. Alors, ça les affecte énormément. Alors, c'est cette combinaison de facteurs. Les chercheurs s'entendent de plus en plus pour dire qu'il s'agit d'une combinaison de facteurs qui mènent à ces problèmes que vivent les colonies d'abeilles actuellement. Alors, vous voyez ici du pollen, puisque les abeilles se nourrissent de deux éléments. Le nectar, donc qui est très riche en sucre, avec lequel elles vont fabriquer le miel par évaporation et en ajoutant des bactéries qui se retrouvent dans leur salive. Elles vont faire fermenter le nectar et le transformer en miel. Et elles vont aussi récolter du pollen. Le pollen, donc, qui va être une source de protéines très importante pour les abeilles. Il ne faut pas confondre, évidemment, les abeilles avec les guêpes. Rappelez-vous qu'il y a 20 000 espèces d'abeilles sur la planète, et probablement davantage parce qu'on ne les connaît pas toutes. Mais donc, l'abeille domestique n'est qu'une espèce parmi tant d'autres. Donc, au Québec, on a beaucoup d'espèces aussi qui ne sont pas sociales. Ce sont des insectes solitaires. Je pense notamment aux abeilles maçonnes, aux mégachilles également.
Donc, ce sont des abeilles qui sont semblables à l'abeille domestique, mais avec quelques petites différences et qui sont plutôt des insectes solitaires. Et donc, chez la guêpe, ben, on a un corps qui est en général soit jaune et noir ou blanc et noir, mais qui est plutôt glabre, très peu poilu, contrairement à celui de l'abeille. Si je retourne aux photos des abeilles, vous voyez que c'est un corps très, très poilu. Et il n'y a pas de constriction entre l'abdomen et le thorax, alors que chez la guêpe, vous en avez un, il y a donc une taille de guêpe. L'abeille va piquer assez rarement, elle pique parfois, mais sa piqûre est moins douloureuse, alors que la guêpe est beaucoup plus agressive et évidemment, sa piqûre est beaucoup plus désagréable. Son venin, en fait, là, si je peux m'exprimer ainsi. Et c'est aussi un insecte qui va piquer à répétition, alors que l'abeille, elle, se sacrifie lorsqu'elle pique, son dard reste accroché, se déchire, elle va donc mourir par la suite, une fois qu'elle a piqué. Alors, vous pouvez attirer les pollinisateurs chez vous ou les insectes prédateurs dans votre jardin qui vont vous débarrasser d'autres bestioles nuisibles. Évidemment, vous pouvez parrainer une ruche. Il y a différentes organisations là, dans la région de Montréal, notamment. Il y a Alvéole là, qui fait la location, ou en tout cas qui installe des ruches. Et vous avez également l'opportunité d'installer ce qu'on appelle un condo, un hôtel à insectes, un nichoir à insectes, si vous préférez. Donc, c'est une petite habitation, un petit abri dans lequel on retrouve différents éléments qui vont permettre donc aux insectes d'y nicher, de trouver abri et des lieux de reproduction, des lieux pour pondre. Alors, des bûches trouées, des bambous, des briques remplies de paille. Alors, tous ces éléments-là peuvent se retrouver donc dans ces fameux nichoirs. Et on peut évidemment, et ça demeure la solution la plus simple, la plus facile, bien, on peut évidemment planter des végétaux qui sont riches en nectar. Alors, notamment des fleurs indigènes réputées pour la qualité de leur nectar, des verges d'or, des eupatoires, mais également aussi certaines plantes exogènes, mais qui sont très riches en nectar. Les abeilles, il y a beaucoup d'études qui ont démontré que les abeilles ne s'en font pas beaucoup avec ça, la provenance de la plante. L'important, c'est la qualité du nectar. Alors, si vous installez une asclépiade de Curaçao, du Curaçao, si vous préférez, ou une asclépiade du Mexique, si vous préférez, c'est un autre nom qu'on lui donne, et que vous avez à côté une plante indigène, mais que le nectar de l'asclépiade de Curaçao est de meilleure qualité ou plus abondant, mais l'abeille va se rendre vers cette plante-là. Et ça permettra également, vous avez la coriandre aussi, les cosmos, le patoire, le fenouil pour attirer les cirques, notamment le fenouil, il n'y a rien de mieux que ça. Et vous avez aussi des plantes ici comme la liatride. Alors, 3 familles principalement sont très attirantes pour les abeilles, pour la plupart des insectes pollinisateurs, notamment la famille des lamiacées, donc la monarde, la sauge en font partie, la famille des ombellifères, dont le fameux fenouil fait partie. Je ne vous parle pas du fenouil bulbeux, mais du fenouil qui est une fine herbe. Et vous avez la famille des composés, dont les échinacées, les rudbeckies, les marguerites, et le cosmos font partie. Puis certaines fines herbes aussi, laisser fleurir les fines herbes, ça ne diminue pas leur qualité gustative, contrairement à ce qu'on pense, et ça attire beaucoup d'insectes pollinisateurs, l'origan, le basilic, la sauge, le thym notamment, et la verge d'or, évidemment, qui est une des dernières sources de nectar pour les abeilles. Rapidement, avec les papillons, ben, vous dire simplement que, d'abord, pour attirer les papillons, c'est un peu le même principe qu'avec les insectes pollinisateurs. Il faut donc des plantes très riches en nectar. Alors, notamment le buddléa, l'arbuste à papillons, là, qui est situé sur cette photo, qu'on retrouve sur cette photo, sur lequel on retrouve un monarque. Alors, le monarque, bon, ces dernières années, a subi aussi une diminution importante de sa population. Il y a peut-être 2 ou 3 décennies, on retrouvait plus d'1 milliard d'individus en Amérique du Nord. Donc, qui chaque année font une migration entre le Canada, le nord des États-Unis et le Mexique. Et malheureusement, depuis quelques temps, on en retrouve, écoutez, il y a à peine 3 ou 4 ans, on était en bas de 100 000 individus. Ça remonte un peu. Il y a eu quelques remontées dans les chiffres, mais vraiment, c'est assez critique. Alors, pourquoi? Quel est le problème? Eh bien, des études ont été faites, notamment à l'Université Guelph. On a déterminé que le manque de nourriture, et la nourriture principale de la chenille du monarque, c'est l'asclépiade. Alors, c'est le manque d'asclépiade qui est à la base. Évidemment, il y a une question de climat aussi qui est liée à tout ça, mais le principal problème, c'est la disparition des asclépiades, surtout dans les champs
aux abords des champs agricoles. Alors maintenant que le Roundup est maître partout en agriculture massive et de l'agriculture industrielle, bien, malheureusement, cette mauvaise herbe-là, qui n'en est pas une, en fait, est une herbe absolument extraordinaire qui nourrit le monarque, mais malheureusement, cette herbe-là a été largement éradiquée. Alors, il faut replanter des asclépiades. Et le monarque aussi devient toxique lorsqu'il mange l'asclépiade. C'est pour ça qu'il a des couleurs particulièrement vives comme ça. D'ailleurs, un papillon qui lui ressemble beaucoup, qui est le vice-roi, mais qui n'est pas toxique, arbore les mêmes couleurs, ce qui indique aux prédateurs, comme les oiseaux, de ne pas le manger. Si toi tu me manges, je dois avoir bobo. Alors, c'est donc un système qui fonctionne très, très bien. Et le monarque, bien, je vous le rappelle, il fait une migration qui est spectaculaire. Donc, chaque année, il va quitter le Québec ou le Canada ou le nord des États-Unis et se rendre. Donc, c'est un voyage de 4000 km, se rendre jusqu'au nord de Mexico, dans la forêt du Michoacán. Et là, il va s'installer dans de grands sapins pour une partie de l'hiver et il repart en mars, en février, en mars, et revient donc sur nos latitudes. Alors, vous pouvez attirer donc les monarques chez vous, leur donner de la nourriture, puisque l'adulte va donc prélever le nectar sur les asclépiades et va manger le feuillage. Donc, les asclépiades communes, l'asclépiade incarnate et également l'asclépiade tubéreuse. Et vous pourrez aussi, avec d'autres fleurs riches en nectar, attirer notamment des belles dames, papillons tigrés. Et je voulais simplement vous montrer, je ne m'attarde pas là-dessus, puisque le temps commence à nous manquer. Donc, il y a aussi des papillons nocturnes qui peuvent être attirés par certaines fleurs qui donc fleurissent ou émanent, dégagent plutôt un parfum en fin de journée ou durant la nuit. Alors voilà, donc rapidement, je vous donne quelques petits conseils pour attirer les colibris chez vous. Le colibri, donc à ne pas confondre avec le sphinx colibri, qui est un papillon qui va voler sur place et butiner un peu comme le colibri. Alors le colibri, c'est bien celui-ci avec une gorge rubis, donc qui affectionne aussi les fleurs riches en nectar, notamment le lantana que vous voyez sur la photo, les encolis, l'encolie du Canada, la monarde, alors plusieurs plantes pour l'attirer, mais évidemment, on peut aussi utiliser de l'eau sucrée. Donc, il y a plusieurs recettes là, sur le web, mais habituellement, c'est une tasse de sucre pour 4 tasses d'eau qu'on fait bouillir. Et donc, on change régulièrement aussi, particulièrement par temps ensoleillé, et qu'on installe dans des mangeoires spécialement conçus à cette fin. Il faut installer les mangeoires dès la mi-mai. Dans le sud du Québec, le colibri arrive vers la mi-fin mai, un petit peu plus tard dans les Laurentides ou dans les régions un petit peu plus au nord. Et voilà, le Mirabilis jalapa aussi, la dame de 11 heures aussi est une plante qui est très appréciée par les colibris. Alors voilà, donc écoutez, je m'arrête là-dessus en espérant que cette petite conférence nous a permis d'en savoir plus sur donc les insectes pollinisateurs, les insectes prédateurs, les papillons, colibris, et que ça saura certainement vous encourager à les attirer dans votre jardin et à diminuer votre utilisation des pesticides ou même à cesser et à vous fier davantage aux bestioles qui peuplent nos jardins pour créer un certain écosystème donc dans nos aménagements, dans nos jardins. Alors voilà, merci beaucoup, merci pour votre écoute et s'il y a des questions, ben, je suis disponible. Oui, parfait. Merci. Merci beaucoup, Albert. C'est super intéressant. Je pense que justement, il y a déjà plein de questions, en fait. Les gens veulent en savoir plus. Avant de poursuivre avec la période de questions, je voulais vous mentionner qu'il y a un formulaire d'appréciation. On aimerait recueillir vos commentaires par rapport à l'événement de ce soir. Donc, le lien va être déposé dans la boîte de discussion, dans le chat. En participant, en remplissant le formulaire, vous courez la chance de gagner ces magnifiques sacs cadeaux, gracieuseté de la boutique du jardin, plus des laissez-passer pour visiter le magnifique jardin botanique. Alors, voilà, c'est dit. Et puis, il y a des gens qui avaient demandé là, dans le chat des listes de plantes, des suggestions. Je pense que tu en as déjà mentionné quelques-uns dans ta présentation. Si tu veux as-tu un top 3 coup de cœur, Albert Mondor? Oui, rapidement, Julie, je vous rappelle que 3 groupes de plantes, là, les composés, donc la famille de la marguerite, les lamiacées, la famille de la menthe, et également les ombellifères, la famille du fenouil, sont 3 groupes de plantes là, qui attirent les pollinisateurs à coup sûr et les papillons aussi.
OK, super. Merci. Il y a Diane Juteau qui demande, est-ce que c'est nécessaire de colorer l'eau pour attirer les colibris? Non, absolument pas. C'est absolument pas nécessaire. Et il n'est pas nécessaire non plus que les fleurs soient spécifiquement rouges. Les colibris vont aussi s'intéresser aux fleurs blanches, aux fleurs bleues. L'important, c'est qu'il y ait du nectar de qualité. Et ils apprécient par contre les fleurs qui sont un peu plus allongées, là. Les fleurs avec des trompettes, ben, ils aiment bien. Ils ont un long bec, une longue langue aussi, qui leur permet d'aller au fond des corolles pour aller chercher le nectar. OK, super. Il y a Geneviève qui demande, c'est quoi la valeur des fleurs annuelles qui est donnée par la ville, comme les pétunias, les impatientes, les pensées pour attirer les pollinisateurs? Est-ce que c'est intéressant? Ou... Oui, absolument. Je pense qu'un mélange de plantes indigènes, de plantes plus vivaces, le plus typiques là, de nos plates-bandes aussi, et un mélange de fleurs annuelles très riches en nectar. Alors, comme le lantana, par exemple, qui est une plante très, très appréciée par les colibris. Et donc, un mélange, une diversification de notre aménagement est un atout. Et de cette façon-là, on s'assure qu'il y a aussi des floraisons pendant une longue période de temps, pendant toute la saison, en fait. On peut attirer plusieurs sortes d'insectes aussi de cette façon-là. Alors, donc, ne misez pas que sur une seule espèce ou sur quelques espèces seulement, mais diversifiez, vivaces, annuelles, arbustes, légumes, fines herbes. Allez-y pour la totale. Diversifiez. Il y a plein de questions. Il y a Rachel qui demande, le fenouil attire quel insecte? Est-ce que... Je vous rappelle qu'on ne parle pas du fenouil bulbeux, mais bien du fenouil qui est une fine herbe qui fait 1,50 m de hauteur. Il y a des variétés de fenouil à feuilles vertes et d'autres à feuilles pourpres. Et les fleurs sont jaunes en général. Ça fleurit longtemps, une bonne partie de l'été. Et ça attire particulièrement les syrphes. S-Y-R-P-H-E. Un syrphe. Donc, c'est un groupe, une petite famille d'insectes qui ressemblent à des mouches, ressemblent à des abeilles, pardon, mais qui sont en fait des mouches. Ils sont d'excellents pollinisateurs. Parfait. Puis, dans le fond, un peu dans le même ordre d'idées, quelles fines herbes on pourrait laisser monter en fleurs là, pour justement attirer les pollinisateurs? On passe à la ciboulette. Qu'est-ce que tu aurais d'autre à nous suggérer? Oui, la ciboulette, effectivement, Julie, excellent choix. Mais on peut certainement laisser fleurir la marjolaine et l'origan, particulièrement la marjolaine. L'origan fleurit rarement sous notre climat, quoique certains, oui, là, certaines espèces. La marjolaine, la sarriette, très intéressant, le thym, la sauge et également le basilic. Le basilic, on croit souvent que ça diminue la qualité gustative, c'est faux. Ça goûte aussi bon un basilic en fleurs et les fleurs sont comestibles en plus et elles attirent les insectes pollinisateurs comme un aimant. OK, super, merci. J'ai une question pour Madame Limoges, Marie-Claude Limoges. Est-ce que l'engrais à base de soya est disponible dans le marché? Est-ce que vous avez la réponse à cette question-là en live? Je suis certaine, je suis en train de répondre à Huguette par écrit, mais c'est le 10.4 de Nature's Source. Alors, peut-être vérifier à votre centre jardin s'il est disponible, là, le 10.4 Nature's Source. Je peux l'écrire. OK, parfait. Ben merci Marie-Claude. Moi, j'allais suggérer, dans le fond, à Albert, à toutes les personnes qui ont encore beaucoup de questions, à quel endroit est-ce qu'on pourrait justement vous entendre? Je pense que vous faites des capsules sur votre page web ou vous suivre sur votre compte Instagram. Si les gens veulent me poser des questions, ils peuvent aller sur Facebook. Facebook.com/Albert.Mondor. Ma page s'appelle L'Horticulture extrême Albert Mondor. Et je peux répondre à vos questions avec grand plaisir. Je le fais là, systématiquement. J'ai fait plusieurs vidéos aussi là, récemment où je réponds à un paquet de questions des gens. Peut-être que vous trouverez des réponses dans ces vidéos-là. Alors, n'hésitez pas donc à me les poser dans la section pour les questions. Là. Voilà. Ouais, c'est parfait. Excellent. Ben, merci beaucoup. C'était 3 présentations super intéressantes. J'ai l'impression qu'on était un peu limité dans le temps, hein, parce qu'on pourrait, je pense, passer une soirée pour chacune de ces présentations-là. Mais merci Marie-Claude d'avoir été présente. Merci beaucoup, Henri. Merci, Albert, aussi d'avoir été présent.
Je veux remercier aussi tous les participants qui sont là, puis qui participent, qui écoutent, qui répondent aux questions, qui posent des questions. Merci beaucoup d'être là. Ça se prolonge, hein? C'est pas terminé la semaine prochaine. Qu'est-ce que je dis? Demain soir, il y a un autre volet Destuel. Sinon, il y a l'événement Le Petit Rendez-vous Horticole qui a lieu vendredi, samedi et dimanche. Vous pouvez vous procurer les billets sur le site web d'Espace pour la vie. Vous pouvez aussi remplir le formulaire d'appréciation si ce n'est pas déjà fait pour courir la chance de gagner les laissez-passer dont je vous ai parlé. Alors, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Je vous laisse inviter, dire au revoir à la foule en délire. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et au plaisir de vous croiser au jardin. Merci beaucoup. Puis si vous avez des questions pour moi, n'hésitez pas à m'envoyer même un courriel. Je réponds à mes courriels ou sinon au rendez-vous horticole de ce week-end avec plaisir. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous et à toutes. Au revoir.